retour dans cette édition du 19 janvier 2024. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et désormais, il est l'heure de retrouver le point stratégique d'Éric Galiac. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer quel est l'impact de l'actualité macroéconomique, politique, monétaire, géopolitique sur l'évolution des indices sur la semaine écoulée qui va du jeudi au jeudi. Juste avant de rentrer dans le détail des actualités que vous avez sélectionnées pour nous, vous pouvez nous rappeler la performance hebdomadaire que vous avez calculée pour les principaux indices mondiaux? La performance hebdomadaire est en droite ligne avec les tendances très récentes, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de consolidation qui dure maintenant depuis à peu près un mois, avec donc effectivement des performances limitées, légère hausse en Europe, légère baisse aux États-Unis, avec peut-être d'une façon plus significative une baisse de l'euro, donc qui a rendu 1% contre le dollar au cours de la semaine écoulée. Ok, très clair. Du coup, on va poursuivre sur les actualités que vous avez sélectionnées pour nous, des actualités monétaires en partie, puisque bon, alors il y a le forum de Davos actuellement où les grands dirigeants de ce monde se réunissent et expriment chacun à leur tour leur vision sur l'économie et les perspectives économiques. Évidemment, au cœur de ce raout, Christine Lagarde fait une très bonne place. On l'entend beaucoup ces derniers temps, Christine Lagarde, pour tempérer les ardeurs des marchés financiers qui anticipent peut-être trop vite à son goût une baisse des taux directeurs. Du coup, par la force des choses, comment est-ce que vous analysez le discours des membres de la BCE, les minutes publiées hier par la BCE? Eh ben, c'est très simple. Les banquiers centraux, donc Christine Lagarde, mais aussi Christopher Lane, qui est le chef économiste de la BCE, ont tout simplement coordonné leur communication pour calmer les marchés. Les marchés démarrent au quart de tour. Ils ont toujours ce biais optimiste systématique. Et donc, manifestement, il a été beaucoup trop loin en imaginant une baisse des taux dès le mois de mars de cette année, qui est vraiment relativement proche. Et donc, cette communication a été faite de différentes manières. Philippe Lane a annoncé qu'il fallait attendre les chiffres sur le marché du travail avant de vraiment se décider en ce qui concerne les politiques monétaires. Christine Lagarde a indiqué que de baisse des taux en 2024, il y en aura probablement, mais probablement pas avant l'été. Donc voilà, c'est quand même extrêmement clair. Les banquiers centraux ont recadré les marchés pour leur dire attendez, on n'est pas encore tout à fait sur les objectifs, et d'ailleurs on n'est pas du tout sur les objectifs d'inflation, et donc calmez-vous. Ça me semble clair, et c'est plutôt bien sûr négatif du point de vue des marchés. Du point de vue des marchés, hein. Okay, parce que sinon, au niveau de la crédibilité de la communication des gouverneurs, eh bien, écoutez, c'est plutôt clair et plutôt constant. On va poursuivre avec cette actualité économique, géopolitique économique, mais c'est donc les tensions qui se renforcent, qui s'aggravent, le conflit qui s'aggrave en mer Rouge, au large du Yémen, puisque depuis la semaine dernière, eh bien, on a assisté à l'entrée dans les combats de l'armée américaine et de l'armée britannique. L'armée américaine qui a rebombardé hier des places stratégiques yéménites, Houthis plus précisément. Or, ce détroit, le canal de Suez est un détroit crucial, primordial, très important pour l'économie mondiale, la logistique, le commerce international mondial. Du coup, comment est-ce que vous interpréter cette aggravation des tensions? On connaissait l'activité des Houthis, donc qui sont en guerre au Yémen. Donc effectivement, ça vient bien confirmer les difficultés du commerce mondial, indépendamment, je dirais, de ces problématiques, je dirais, de circulation des bateaux. Le commerce mondial est en difficulté, on le sait, pour différentes raisons, parce que l'économie ralentit, parce que la Chine est en difficulté commerciale avec un certain nombre de ses partenaires. Et donc, on se rend compte que finalement, au mois de janvier de cette année, on a donc un phénomène physique, c'est-à-dire que 4 des 9 principaux points de passage du transport maritime mondial sont plus ou moins bloqués et amènent donc les cargaisons ou les bateaux à faire de très grands détours, ce qui, à nouveau, n'est pas favorable au commerce mondial. Ça renchérit en plus le coût du transport et des biens importés. Donc ceci est bien sûr une nouvelle plutôt négative en ce début d'année pour le commerce mondial et pour l'activité économique. Et pour l'activité économique, après, si on zoome en particulier sur des zones économiques, eh bien c'est l'Europe qui commence à en faire les frais, notamment le secteur automobile.
automobile, beaucoup de retards annoncés chez certains constructeurs, voire même des fermetures de sites industriels. Par contre, de l'autre côté, il y a une économie qui en profite, c'est évidemment l'économie américaine qui, elle, les routes de son commerce international ne sont pas du tout impactées par ce conflit. Donc la grande gagnante, encore une fois, c'est les États-Unis. Alors on va poursuivre donc sur cette actualité franco-française à laquelle beaucoup s'attendaient. C'est la hausse des défaillances d'entreprises en 2023. Alors pour autant, est-ce que c'est une simple normalisation ou bien est-ce que c'est un effet plus profond, un effet structurel, un effet structurel qui ne fait que commencer. Du coup, par la force des choses, évidemment, donc ce que vous avez noté, c'est que la hausse des défaillances d'entreprises en France a été impressionnante en 2023. Alors oui, l'économie mondiale a été administrée finalement depuis plusieurs années et de plus en plus administrée en raison de la multiplication des crises systémiques. Et donc effectivement, la crise systémique initiale, c'est la crise sanitaire. Et bien sûr, on a mis, je dirais avec les PGE notamment, on a permis aux entreprises de ne pas faire faillite, hein. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Donc il se trouve qu'avec le remboursement de ces PGE et la fin des dispositifs d'urgence qui ont été mis en place pour les entreprises se retrouvent dans un monde normal et elles font défaut, elles font faillite. Et donc, le fait qu'il y ait eu un retard, hein, en quelque sorte, et finalement le report de faillite de 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ça arrive maintenant comme en 2022, en 2022-2023, c'est quelque chose qui était effectivement attendu. En revanche, ce qui est plus gênant, c'est le discours d'Altares, donc qui est le spécialiste, hein, de la notation des entreprises de taille intermédiaire, on va dire, d'une façon générale, qui est de nous dire, effectivement, le dernier trimestre 2023 a été vraiment catastrophique. C'est le pire des quatrièmes trimestres de l'histoire de cette statistique, hein, c'est quand même assez clair. Et en plus, il dit, ça va continuer en 2024. On est dans une situation compliquée, et on le sait bien. Une inflation qui demeure relativement élevée, une conjoncture qui se dégrade toujours, une consommation qui est en berne, des taux d'intérêt qui demeurent quand même relativement élevés, un choc de taux d'intérêt qui se diffuse progressivement. Donc tout ceci est effectivement négatif au niveau de l'actualité financière du scénario de marché, car bien sûr, il n'est pas bon quand les entreprises font défaut, surtout que leur taille moyenne commence à augmenter, d'après donc le rapport que Altares a publié cette semaine. Oui, Altares qui a précisé que le nombre de faillites observées en 2023, calculé en 2023, constitue un record, hein, comme vous l'avez dit, depuis 1993. Vous avez parlé aussi des PGE. On a appris en début de semaine que le gouvernement avait reconduit le dispositif pour 3 années supplémentaires, sachant que 107 milliards d'euros ont été distribués, octroyés et accordés aux TPE-PME depuis 2020 et que 50 milliards seulement, en tout cas, ont été remboursés. On va finir votre tour de l'actualité impactante par enfin une bonne nouvelle pour les actionnaires, puisque on a assisté en 2023 à une hausse du retour aux actionnaires. Oui, c'est un phénomène classique en matière de en matière de dividendes. On s'est rendu compte et que dans le rapport qui a été produit par Allianz, il y a d'autres rapports qui sont faits sur le dividende, bien sûr, c'est une donnée publique, elles sont relativement connues. On se rend compte que la distribution de dividendes, donc les dividendes perçus par les actionnaires, a progressé de 6,5% en 2023. Donc c'est un élément intéressant parce que au cours de cette année passée, les bénéfices par action n'ont pas progressé. Ils ont même baissé un petit peu, hein. Sur le CAC 40, on est pour l'instant à moins 4% quand même. Et donc les dividendes progressent quand même. Ça montre bien le lissage qui est fait par les entreprises par rapport aux dividendes. Sachant qu'en 2024, on attend une croissance de 6% à nouveau de ce dividende, alors que la croissance bénéficiaire sera peut-être un petit peu supérieure à 6%. Donc, on a bien un lissage qui est fait par les entreprises qui, en gros, donnent moins lorsque la croissance revient et donnent plus lorsqu'il y a un problème de croissance, ce qui était le cas en 2023. C'est un simple rappel qui me semble important de faire par rapport à la composition de la rémunération, la composition de la rentabilité totale d'un investissement en action qui se compose de 2 choses, le rendement du dividende, qui est en quelque sorte le fruit du travail de l'entreprise, d'une part, qui est un phénomène de court terme, hein, une rémunération immédiate, et puis la croissance future, qui a pour contrepartie sur le marché la plus-value. Et donc au total, on se rend compte que, ce n'est pas une découverte, mais c'est bon de le rappeler, que près de 40% de la rentabilité de l'investissement en action est constituée de dividendes. Donc, il ne faut pas l'oublier, et ça nous semble un élément positif, important, pour valider, je dirais, cet élément
positif donc pour le scénario de marché, qui est bien de nous rappeler que le dividende est bien là, qui sera encore là en 2024 évidemment, et ceci donne de la régularité, donc dans une partie de régularité en tout cas, dans la performance en capital des actions, qui elle est beaucoup plus volatile comme on le sait. Ok, très clair. Bah, écoutez, tout ça est extrêmement intéressant. Désormais, il va falloir faire des arbitrages dans les portefeuilles entre le marché obligataire, hein, qui se porte bien et qui de belles perspectives pour 2024, et bien le marché action et les rendements escomptés, estimés sur le marché action pour 2024. Chacun fera ses arbitrages et décidera en conséquence. Du coup, j'imagine que la synthèse est négative, hein, sans trop de difficultés. Cette synthèse La est synthèse est haussière. négative, c'est -2, donc effectivement -2 cette semaine, avec donc à nouveau du côté monétaire du négatif, hein, parce qu'on se rend compte que le marché a été trop loin de ses anticipations. C'est ce qui a motivé la très forte hausse du marché d'octobre à décembre dernier, hein, c'est clairement ça. Donc discours plus prudent des banquiers centraux, la BCE, mais aussi la Fed d'ailleurs. Une forte hausse des défaillances en France, donc au niveau financier, donc dans la sphère réelle, deux éléments négatifs, et dans la sphère financière, pardon, deux éléments négatifs, et dans la sphère réelle, un élément négatif sur le commerce mondial, hein, donc cette géopolitique, cette insécurité sur de nombreux détroits qui oblige les bateaux à faire des distances beaucoup plus longues, et par ailleurs la hausse des dividendes qui vient compenser cet effet. Donc au total, -2 cette semaine pour l'interprétation de l'actualité des marchés. Et est-ce que votre interprétation, votre calcul, votre analyse du risque augmente? Notre analyse du risque se dégrade un petit peu, hein, effectivement, mais globalement, on est dans une situation, on dirait, moyenne, moyen moins, mais pas dramatique. Alors que du côté de l'analyse, je dirais, de la dynamique des prix, hein, l'analyse de la valeur, c'est en bonne partie l'analyse du risque de marché. L'analyse des prix et la dynamique des prix reste clé en ce qui concerne la recommandation directionnelle que l'on peut faire sur le marché. Cette dynamique des prix reste bien orientée. Nos indicateurs synthétiques en la matière sont favorables. Le spread momentum, c'est-à-dire le nombre d'actions en hausse par rapport au nombre d'actions en baisse au sein donc, de l'indice stock 600, demeure largement positif, même s'il a baissé un petit peu. Nos indicateurs donc de MPI sont aussi favorables. Donc au total, nous proposons toujours d'être investis au maximum autorisé, suivant donc les profils de risque des clients de nos investisseurs. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez Fisher Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis. Merci beaucoup, Eric.